ce système d'élevage des abeilles, évidemment, a fonctionné de temps immémoriaux exclusivement avec l'abeille noire, puisque jusqu'à très peu de décennies, c'était la seule abeille disponible pour l'apiculture sur ce territoire. Et également présente, très présente, il faut le souligner, puisque ça fait un peu un lien avec la conférence précédente, à l'état de colonie sauvage. Jusqu'il y a une quarantaine d'années, on trouvait à foison des colonies d'abeilles noires vivant dans la haute vallée du Tarn, dans les troncs de châtaigniers creux. Il n'y avait pratiquement pas de tronc abandonné qui ne soit pas habité par une colonie d'abeilles. Et dans notre village, qui est bien plus grand que celui où nous trouvons, c'est Martin-Belleville, à chaque printemps, il y avait, d'après les dires de notre doyen, qui a 98 ans et demi, comme il précise, il y avait environ 80 essaims d'abeilles qui circulaient dans le village et qu'on pouvait capturer, qu'on pouvait dénombrer. Ça veut dire qu'il y en avait beaucoup plus, en fait. Et aujourd'hui, à tout casser, il y en a 4 ou 5, vous voyez. Pour donner un peu une idée de l'effondrement des populations d'abeilles, en l'occurrence des abeilles noires. Donc, nous avons donc la chance d'avoir ce patrimoine, et l'idée c'était de pas seulement faire une carte postale, mais de voir qu'est-ce qu'il pouvait nous apporter aujourd'hui, en quelque sorte de revisiter ces techniques mises au point par des générations et des générations d'apiculteurs, pour voir quel était éventuellement leur intérêt aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes à une époque qui aime beaucoup les dogmes et les extrémismes, y compris en agriculture, où on nous dit par exemple qu'il faut absolument des OGM pour subvenir aux besoins alimentaires de la planète, et en apiculture, on n'échappe pas à cette passion pour l'intégrisme qui semble caractériser notre époque, et on va dire qu'il faut absolument des hybrides pour gagner sa vie en apiculture, il faut absolument transhumer, il faut absolument faire de la sélection, il faut absolument faire des stimulations spéculatives avec du sucre pour faire travailler les colonies plus précocement au printemps, etc., etc. Il faut. Et l'idée, c'était de prendre le contre-pied et de faire une sorte de contre-expertise et de revisiter cette technique archaïque avec du matériel moderne, des voitures non pas à traction animale, mais à traction mécanique, etc., etc., et de voir dans quelle mesure on pouvait aujourd'hui faire une apiculture, y compris professionnelle, en reprenant les méthodes d'élevage de l'abeille noire dans ce système archaïque qui, étrangement, correspondent 100% pile-poil aux préceptes de bonne conduite apicole préconisés par la Fédération européenne de conservation de l'abeille noire dans les ruchers de la zone de cœur. À savoir, sédentarité des colonies. Vous imaginez aisément que ce type de ruche surmontée d'un château en pierre, on ne va pas les transhumer, leur faire 300 km dans la nuit. Ce n'est pas du tout adapté au déplacement. Donc, sédentarité des colonies, pas de stimulation au sucre, des colonies adultes, pas de sélection. Et on peut dire aussi, on va ajouter aussi pas de miel monofloral. Alors pourquoi on ajoute ça? C'est parce qu'au niveau du rythme de vie des abeilles, c'est assez important. Ça signifie en clair qu'on va déranger, on pourrait même dire perturber la colonie d'abeilles pour opérer une récolte, en fait qu'une à grand maximum 2 fois par an. Miel de printemps, miel d'été. C'est ce qui se faisait dans la tradition paysanne sur ce type de ruche. C'est très important parce qu'aujourd'hui, en médecine, on sait très bien que le stress est un facteur déclencheur de maladie. C'est en tout cas quelque chose qui ne favorise pas la bonne santé. Et on sait, les scientifiques l'ont prouvé, et d'ailleurs c'est de pratique courante dans l'expérimentation scientifique, que les animaux sont soumis au stress. Les animaux connaissent le stress et peuvent aussi avoir, ça affecte leur comportement, ça affecte leur biologie. C'est pourquoi la transhumance aussi est un élément très important de modification du rythme de vie des animaux. Donc en gros, nous avons étrangement une coïncidence entre un système ancestral et une avancée scientifique. Là, lorsqu'on ouvre la ruche, en l'occurrence une ruche moderne, on découvre dans ce cas-là très fréquemment des cellules royales, et dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle traditionnellement
une fabrication d'essais par division. C'est comme si on avait un gros paquet de cartes qu'on divise en plusieurs paquets de cartes. Et à terme, ça va générer plusieurs essais en accompagnant le processus naturel d'essaimage des abeilles sans l'anticiper. C'est ce qui est fondamentalement important à comprendre dans ce type d'apiculture traditionnelle, c'est qu'en fait, on s'adapte à la nature et on ne cherche pas à la maîtriser. On cherche à collaborer avec elle. Voilà. Donc bien sûr, comme je l'ai évoqué, pas de sélection, pas de fabrication d'essaims avec des méthodes telles que l'insémination artificielle ou le greffage, ce qui implique aussi pas de sélection. On laisse se reproduire ce qui se reproduit naturellement et on ne trie pas en sélectionnant les colonies en fonction de ce qu'on estime être l'intérêt qu'elles présentent pour l'apiculture. On parle en apiculture de non-valeur en parlant de colonies qui ne rapportent rien ou de colonies d'intérêt en parlant de colonies qui ont un intérêt par rapport à ce qu'elles rapportent, évidemment à court terme. Donc là, on est dans une perspective beaucoup plus tranquille, où on laisse la nature se développer en lui faisant confiance, sachant que pertinemment, dans le groupe, qui n'est pas une classe, mais qui est le rucher, il va y avoir des colonies, c'est-à-dire l'équivalent d'individus peu productifs. Il y en a qui vont être plus productifs, il y en a qui vont être teigneux, il y en a qui vont être passifs, très paisibles, et de laisser tout ça se gérer soi-même. Bon, c'est un parti pris. C'était celui de nos ancêtres pour la bonne raison qu'ils n'avaient pas d'autres moyens de faire. Donc ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, nous, le luxe, c'est que nous avons le choix. Donc là, nous avons choisi de suivre cette voie, choisi aussi de travailler au plus près dans leur esprit, c'est-à-dire avec un minimum de matériel, ce que permet la sédentarité des colonies. La sédentarité des colonies permet de ne pas avoir un gros matériel de transhumance et de se sortir d'affaire avec un simple fourgon, sans même de 4x4, et le petit engin à chenille que vous voyez là, qui est très pratique dans les pays de montagne, parce que ça permet de charrier toutes sortes de choses, que ce soit des hausses pleines de miel, des colonies, des essaims, ou là, on va faire, pour faire la récolte du miel. Là, on se trouve dans un rucher conservatoire d'abeilles noires. Au passage, vous pouvez constater qu'il y a des colonies qui ont un certain nombre d'os, et elles ne sont pas toutes vides, ce qui là aussi contredit le dogme selon lequel on ne peut pas faire de miel avec des abeilles noires. Et par contre, je ne vous cache pas que vous voyez, au fond, il y a d'autres colonies, mais on ne les voit pas parce qu'elles sont cachées par les plus hautes, mais il y a des colonies qui n'ont pas de os. Parce qu'il y a des colonies qui sont des jeunes colonies qui ont essaimé des essais de l'an dernier qui, comme on ne les a pas hyper stimulés, ne se sont pas développés parce que cette année chez nous n'était pas du tout une année riche du point de vue de la nature, la fructification, la multiplication des essais, mais c'est comme ça. Et puis il y a des colonies qui sont, entre guillemets, des feignantes, en langage humain. En fait, c'est des colonies qui ne travaillent pas. On en a repéré comme ça certaines qui, pendant des années, ne produisent pas un cadre de hausse de surplus de miel. Voilà. Alors, on pourrait dire que c'est un luxe de les entretenir, de les laisser vivre, ces colonies, mais en fait, quand on se penche un peu sur la biologie des espèces, on s'aperçoit que ce n'est pas un luxe à moyen et à long terme, parce que potentiellement, ces individus, qu'on pourrait dire rachitiques, teigneux ou je ne sais quoi, qui ne conviennent pas de prime abord, peuvent très bien être porteurs d'un matériau génétique qui, dans certaines situations, peut s'avérer très précieux, voire fondamental. On ne sait pas, comme on dit, ce que l'avenir nous réserve. Aujourd'hui, encore moins qu'il y a un siècle, peut-être, puisqu'il y a de tas de bouleversements climatiques, planétaires et compagnie, et aussi de complexité au niveau des pathologies. Et il se peut très bien que cette colonie qui ne fiche rien, qui est la mauvaise élève de la classe, il se peut très bien que dans une situation XY, elle soit porteuse d'un potentiel qui va permettre de rendre service à cette collectivité qui est le rucher. Mais voilà, donc petite apologie des cancres, pour créer du lien entre acteurs du paysage, restaurateurs qui travaillent avec le tourisme, agriculteurs qui produisent, donc qui cultivent des champs, et apiculteurs attachés à la conservation de l'abeille locale. Dans un esprit de relocalisation, comme on dit aujourd'hui
en politique, ce qui correspond un peu à une urgence contemporaine. Voilà, donc vous voyez l'atelier où tout est un peu entassé, puisque c'est la récolte, l'extraction du miel, et au fond, vous voyez des cuves qui ne sont pas des maturateurs, mais qui sont des cuves où on fabrique de l'hydromel avec un dispositif. Pourquoi? Eh parce que c'est l'idée aussi que le monde agricole autrefois était riche en savoir-faire diversifié, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans des monocultures et aussi des pensées uniques qui vont avec. Autrefois, dans les campagnes, il y avait toutes sortes de savoir-faire. Dans une ferme, il était rare qu'on ne fasse que de la vache ou que du mouton, que ceci ou que cela. On avait assez typiquement chez nous, dans les Cévennes, des abeilles, des chèvres, des moutons, des poules, des lapins, des vaches, un peu de tout. Alors là, c'est aussi un exemple typique du travail dans la vallée de la Baie Noire, c'est-à-dire le plaisir d'être plusieurs à conserver cette abeille et à s'associer à des travaux et de partager des moments d'amitié. Ça paraît dérisoire de parler de cela, mais en fait, c'est pas si insensé dans la mesure où le travail agricole, autrefois, était synonyme souvent de convivialité. Et par exemple, que ce soit les récoltes, dans les campagnes, il y avait beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui. Les travaux étant manuels requéraient souvent la participation d'un grand nombre de voisins, d'amis ou de membres de la famille. Et c'était très important, ça aussi, au niveau de la qualité de vie de l'agriculteur, qui aujourd'hui, en tout cas chez nous, c'est souvent le cas, dans des filières, dans des modes de travail très classiques, se trouve très souvent isolés. Et ça, c'est pas toujours très agréable, d'autant plus qu'on est déjà dans des paysages immenses, si en plus on est toujours isolé. Donc l'idée de ce collectif, comme disent les jeunes aujourd'hui, de travail de la vallée de la Baie Noire, c'est aussi de mettre en partage des travaux, des opérations, des échanges. Bon, c'est aussi une des raisons d'être de la FEDCAN, de relier les secteurs où on travaille à la conservation de la Baie Noire pour que ce travail prenne une dimension humaine d'échange. Voilà. Alors là, vous voyez un champ de sarrasin qui aussi fait partie de cette exploration du patrimoine agricole du pays et sa tentative actuelle d'en tirer parti avec nos enjeux, c'est-à-dire de relancer cette culture et à partir de là, surtout, d'améliorer la condition de vie des pollinisateurs, dont celle des abeilles mellifères. Puisque la flore, chez nous, c'est aussi un parc national, donc on peut dire que par bien des aspects, c'est un territoire protégé, on n'a pas de pesticides, etc. Mais on est quand même confronté en première ligne à un phénomène qui touche toute l'Europe, qui est celui de la déprise agricole et de la fermeture des milieux. C'est-à-dire qu'on est envahi par les arbres. Et Sylvestre Kléber me disait qu'ici, malheureusement, vous n'échappez pas non plus à ce problème et que ceux qui sont du pays savent que les arbres prennent de plus en plus d'importance. Et le petit problème, c'est que quand les arbres prennent trop d'importance, avec eux, c'est l'ombre qui progresse. Et une ombre qui ne favorise pas la présence des plantes à fleurs ni des pollinisateurs. Vous voyez. Et comme par ailleurs, on a des services de pompiers très efficaces, on n'a plus du tout les grands incendies qu'on pouvait avoir à l'époque des grandes glaciations, c'est-à-dire lorsque la nature était naturelle en quelque sorte. Il y avait des incendies qui dévastaient des départements entiers et ça remettait un peu les pendules à zéro, ça appuyait sur la touche reset et c'était des espaces ouverts qui se recréaient par l'incendie et un cycle qui repartait à zéro avec des petites plantes, des arbustes plus grands, etc. Alors qu'aujourd'hui, nos politiques diverses et variées ont beaucoup modifié les milieux et pour cette raison majeure aussi de fermeture des milieux, on voit une raréfaction des ressources en pollen et en nectar des pollinisateurs. Voilà. Donc l'idée de détester ces pratiques anciennes et de voir quel intérêt elles peuvent représenter aujourd'hui, c'est aussi d'aller vers une agriculture qui soit favorable aux pollinisateurs. Et il y a énormément de possibilités dans ce domaine, et qui soit non seulement favorable aux pollinisateurs, mais aussi à l'ensemble du territoire, en déclenchant ce processus de slow food, de transformation locale, de manger du local transformé. Pas seulement de la pâte du cru, mais de la pâte sarrasin fabriquée dans la vallée
par des gens de la vallée. Mine de rien, c'est assez important au niveau de l'économie locale. C'est des petits riens qui font que des choses peuvent évoluer et qu'aussi une certaine plus-value peut se dégager et aussi peut émerger peu à peu la constatation concrète que la conservation de la biodiversité peut générer une amélioration de la situation économique. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous coûter, qui va nous contraindre, mais au contraire qui va nous apporter des choses, y compris de l'argent. Donc ça fait partie aussi de la politique du doyen, de faire bouillir la marmite. Il faut que, quelque part, la politique conservation. Et donc, le miel, chez nous, c'est 500 grammes, c'est 10 euros. 10 euros en prix au détail, et c'est 7,50 hors taxe en demi-gros. On ne vend pas en plus grande quantité. L'hydromel, c'est 15 euros au détail et 10 euros hors taxe pour les professionnels. La propolis, voilà, c'est un truc qui se vend plutôt au détail, ça. Et c'est avec ça qu'on arrive à ce chiffre d'affaires et 2,5 tonnes de miel par an. Alors, les frais fixes, j'aurais dû faire une liste plus longue et mettre par exemple les cotisations MSA, ce qui est tout à fait normal, de verser des cotisations qui ne sont pas données bien sûr, mais qui sont importantes, mais qui n'ont pas très à voir directement avec le mode d'élevage des abeilles. Ça, c'est tous les opérateurs agricoles qui sont soumis aux cotisations. Mais par contre, une chose qui peut parler aux apiculteurs, c'est nourrissement hivernal, 500 kg de candy. Pourquoi candy? Parce qu'en fait, les candies, c'est pas un truc très attractif pour les abeilles. C'est une espèce de roue de secours qui, si les abeilles en ont besoin, elles vont le manger, et si les abeilles n'en ont pas besoin, elles ne vont pas y toucher. On pourra l'utiliser au printemps pour éventuellement nourrir des essaims, mais très souvent, les colonies n'y touchent pas. Mais nous partageons avec certains auteurs, certains apiculteurs, la conviction qu'il faut avant tout que les animaux ne souffrent pas, et qu'ils ne souffrent pas du manque de nourriture en hiver. Le bilan technique, parce que finalement, pour les apiculteurs qui sont dans la salle, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant. Comment ça fonctionne ce dispositif? Ça fonctionne avec 10 ruches chez Saint-Anter de 20 colonies environ, plus les essais qui se baladent à droite à gauche, et environ 8 visites par an, comme je vous disais. Le type de riche utilisé est des plus classiques. Là aussi, on fait de la simplicité, qui était un peu la ligne directrice de nos ancêtres. C'est des dadans. Des dadans 10 cadres Hoffman, parce que finalement, ça permet de glisser les cadres sans les sortir. Ça perturbe moins quand même les colonies. Mais il faut savoir que ces 10 cadres, en montagne, nous sommes donc à la même altitude qu'ici, nous utilisons ça souvent en nous réduisant à 8 cadres. C'est-à-dire qu'on est plus proche d'une ruche guarno plus verticale que latérale en fait. C'est une technique qui fonctionne très bien chez nous et ça nous permet de ne pas avoir un matériel sophistiqué ou rare, d'avoir un type de ruche facile à trouver. Vous avez peut-être vu aussi au niveau du rucher conservatoire qu'on travaille par superposition de hausses d'Adam. Nous avons des colonies qui sont élevées uniquement dans des hausses superposées. Alors, dans le cadre de la conservation des abeilles noires et de notre approche qui est de ne pas faire de sélection, ni de greffage, ni de quoi que ce soit, mais simplement d'utiliser les colonis, c'est très commode. Quand on a par exemple 4 étages, dans chaque étage, à tous les coups, on va avoir du couvain. On peut couper ça en 4 paquets et on va avoir 3 nouvelles colonies. Il y aura la reine dans l'une, dans un des paquets, et dans les autres, il va se développer les cellules royales. Ça ne marche pas à 100%, mais ça marche relativement bien. Donc ça a un avantage aussi. Et par contre, si on veut récolter du miel, il suffit de mettre une cuillère reine à un moment donné, parce que sinon, il va y avoir du couvain de haut en bas. Ça va fonctionner différemment que sur les cadres d'Adam. Hein. Mais sinon, ça peut être extrêmement intéressant pour faire un élevage très soft, par multiplication de colonies. Alors, ensuite, donc, pas de sélection. Bon, c'est en ce cas-là, je reviens un peu sur les grands choix de conduite, de rythme de vie des abeilles, qui sont les mêmes dans ce système ancestral et qu'on retrouve dans les pratiques recommandées par la FEDCAN pour la conservation des abeilles noires. Pas de sélection,
pas de fabrication de reine, donc, puisque ça inclut souvent une sélection. Essaimage naturel ou accompagné. Alors, pour 200 ruches, ça signifie qu'on augmente le cheptel d'environ 20 essaims par an. C'est le nombre d'essaims qu'on récupère, parce qu'on n'est pas en permanence sur tous les ruchers, on en rate un bon nombre, et on en récupère dans une trentaine, et dans ces trentaines, il y en a une vingtaine qui survivent. Moyenne 12,5 kg par ruche. Au niveau des cires, bilan technique, on a choisi de recycler nos propres cires, puisqu'on sait très bien que la cire, souvent, contient des tas de choses. C'est en fait un milieu qui conserve très très bien. C'est la cire, c'est pour ça que les parfumeurs s'en servent pour conserver des essences. Et ça conserve aussi des saloperies, des germes, des trucs pathologiques, et aussi des pesticides. D'où le choix de réutiliser nos cires d'opercule. Ça a été le résultat d'une dotation du parc national. Au niveau de l'association, on a pu acquérir un système pour recycler notre cire et fabriquer des feuilles de cire quand nous choisissons d'utiliser des cadres avec des feuilles de cire. On peut utiliser d'autres systèmes, style cadre à jambage, mais voilà. C'est bien de pouvoir réutiliser sa propre cire. Ça fait certainement partie aussi des facteurs qui nous rapprochent du naturel, puisque c'est pas naturel pour des abeilles d'utiliser de la cire de collègues qui viennent de je ne sais trop où, de notre milieu contenant je ne sais quoi, auxquels elles ne sont pas forcément préparées par l'évolution. Là aussi, on reste dans du local, on va dire. On est un peu dans la logique de nos ancêtres. Le fait qu'on arrive à vivre avec pas trop de surface, je pourrais dire en termes économiques, c'est-à-dire un nombre restreint de ruches et de ruchers, ça va nous permettre de souffler, aussi d'avoir un rythme un peu plus détendu, de ne pas être là à charger des ruches sur des palettes pour les trimballer à droite, les trimballer à gauche, faire plusieurs extractions répétées. Et lorsqu'on ne fait qu'une seule récolte ou deux au lieu de 10, ou de 5 ou 6 par rucher, c'est quand même un autre rythme de vie. Et ça va permettre de passer plus de temps avec l'animal. Chaque ruche va être abordée comme un individu, comme une personnalité. On va avoir le temps de la regarder. On ne va pas faire énormément de visites, mais on va prendre son temps et envisager chaque colonie comme un être vivant à part entière, composé d'une multitude d'organismes que sont les abeilles, mais qui a son caractère, son rythme, comme je disais tout à l'heure. Il y en a des feignantes, il y en a des teigneuses, il y en a des molles, il y en a des vives, comme nous, là, parmi nous n'avons pas tous le même caractère. Et ça, c'est intéressant de pouvoir faire son travail sereinement et d'avoir du goût à travailler, de voir le fruit de son travail apprécié, de voir aussi qu'on gagne sa vie avec ce qu'on aime, tout en étant son propre patron dans le paysage, avec le ciel au-dessus de soi et l'infini des montagnes devant soi, ou la mer, pour les collègues de Bretagne, je pense. Donc ça c'est magnifique. C'est magnifique d'être agriculteur. Ce qui est terrible, c'est de faire ce travail dans un engrenage où finalement on se retrouve à dire « Ah ben, je ramasse plus mes cerises parce qu'on m'en donne que tant le kilo et ça vaut pas le coup de les ramasser. On les laisse pourrir sur l'arbre. Les cerises, les pommes, le lait qu'on jette dans les rivières, etc. Tout ça, c'est terrible. Terrible de voir un travail qui est opéré sur la nature qui n'a plus aucune valeur. Et je ne parle pas simplement de valeur financière, mais effectivement de valeur humaine, émotionnelle, c'est pas apprécié. C'est vrai que le bien-être, c'est le bien-être du paysan, de l'agriculteur, ça passe aussi par ça. C'est pas seulement de l'argent. Moi, je voulais vous poser une question concernant, concernant le sucre candide. Ouais. Vous dites que vous en mettez dans le rouge 2,5 kg. Est-ce que c'est vous qui le faites? Non. Mais il y a quand même un gros problème dans le candide, suivant le candide qu'on choisit, parce qu'il y en a au milieu de l'hiver. C'est dur comme du sucre et personne ne le prend. Alors, il y a plusieurs manières de le poser dans les ruches.
Il y a la manière qui consiste à ne pas se fatiguer, à le mettre de la nourriture d'extérieur dessus, il va durcir, il va être incomestible. Ensuite, si vous posez le paquet de candy directement sur les cadres et vous l'ouvrez par-dessous, et si vous mettez une feuille de plastique par-dessus, genre une bâche de serre, tout ça va rester bien chaud, bien humide, il va rester toujours fondant, et si elles en ont besoin, elles le prendront. Mais encore une fois, le grand intérêt, c'est que ce n'est pas une nourriture formidable. Les abeilles, pour elles, c'est le miel. La nourriture, c'est pas le candy, qu'il soit bio ou pas bio. Et ensuite, la santé, c'est une question de posologie. Donc, une colonie d'abeilles par an, c'est 230 kg de miel. Nous, apiculteurs, on en prend 12 kg et demi en moyenne, d'autres 25, et tout ça, c'est peanuts. Par rapport à le volume de miel produit par une colonie, c'est environ 220 kg par an. Ça paraît extraordinaire. Mais alors pourquoi ils en récoltent si peu, les apiculteurs? C'est qu'on prend simplement le surplus, en fait. L'abeille est un animal qui, comme l'écureuil, mauvais symbole pour une banque d'ailleurs, stocke beaucoup plus qu'il n'a besoin et oublie en plus où sont ses stocks. Ça, c'est pas très rassurant pour les clients de la caisse d'épargne. Mais en fait, donc voilà, l'écureuil, il en est là. Il stocke 10 fois plus qu'il n'a besoin et il oublie où sont ses stocks. L'abeille, elle stocke plus. Pourquoi? On la comprend, la pauvre. Elle a été drivée, elle s'est forgée au cours de l'ère glaciaire, où il valait mieux exploiter, profiter de la moindre ressource, parce que c'était des conditions très dures. Nos abeilles mellifères d'Europe, elles sont toutes un peu marquées quelque part dans leur cerveau par l'épisode ère glaciaire, qui n'a pas été des plus tendres, hein, parce qu'on parle de réchauffement climatique, mais le refroidissement climatique est terrible. Donc du coup, elle stocke plus qu'il en faut, ok, d'accord, et c'est ce petit surplus qu'on prend, mais l'ensemble de la colonie, pour le vol, l'énergie pour voler, ça ne tombe pas du ciel. Alors c'est la fameuse ruche kenyane, qui est bien sûr très bien au Kenya, hein, mais qui n'est pas forcément l'idéal en Bourgogne ou en Savoie, et parce que précisément elle est horizontale. Ça ressemble en gros à un cercueil, ça plaît ou ça ne plaît pas, et puis il y a des rayons comme ça qui sont les uns à côté des autres en mode horizontal. Et ce mode horizontal, c'est aussi une question bioclimatique, on va dire. Vous voyez, pour ça, comme on peut dire aujourd'hui, on peut largement se payer le luxe d'avoir des ruches horizontales, il n'y a pas de souci. En Lozère, un peu moins, surtout chez nous, au point de Montvert, à 1000 mètres. C'est plutôt, comme disait Jacques Alric, la Warnock est d'actualité encore. Plutôt région chaude. Oui. C'est clair, si je me tire. Je suis arrivé en retard, mais tu n'as pas développé le frelon asiatique, la ligne frelon asiatique. Non. Je ne vais pas en parler parce que je considère que Hassan Ebar l'a fait là. Tu le fais aujourd'hui ou demain. Demain, Hassan va parler plus longuement de ça, il est complètement en phase là-dessus. C'est un sujet extrêmement préoccupant. Mais encore une fois, là, c'est un peu, je disais par rapport à une réflexion de Jacques, je crois qu'aujourd'hui, il faut passer, comme disait une jeune amie qui est là, on a longtemps été dans la dénonciation des pesticides à juste titre, etc., et tout ce qui est les problèmes de l'abeille. Aujourd'hui, il faut tester des solutions concrètes. Et encore une fois, à propos du frelon, on est dans le défensif. Il faut le faire, c'est de l'ordre, je dirais, de la défense nationale des colonies d'abeilles. C'est un impératif incontournable. Et actuellement, on manque beaucoup d'armes, pour employer les mots qu'ils sont, pour combattre le frelon, et surtout d'armes propres, d'armes intelligentes. Les solutions qui existent ne sont pas formidables, ne font pas rêver. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et surtout, c'est qu'il faut évoluer vers des pratiques agricoles et des pratiques de vie en général, des rythmes de vie qui nous mettent à l'abri de gâchis lamentables, comme cette histoire de frelon asiatique, qui est le fruit d'un commerce international des plus merdiques, et dont les conséquences sont colossales au niveau des dégâts sur les pollinisateurs, des dégâts matériels au niveau de l'agriculture, le peu de fric qui a été gagné en important quelques malheureuses poteries minables de Chine à Bordeaux, ça a fait un désastre extraordinaire dans les populations d'abeilles. Et si on était un tant soit peu sérieux en tant que République, on devrait calculer tout ça et faire payer les fautifs. Alors, c'est pas, je pense que ce qui est important, on est accablé de problèmes comme ça. Ce qui est important, c'est d'arriver à trouver des solutions un peu
qui nous procure du bien-être. Pour reprendre l'idée de la scène, c'est quelque chose qui nous est cher dans notre association, c'est d'aller vers des pratiques génératrices de bien-être pour l'abeille, pour l'apiculteur et pour ceux qui mangent le miel. Et je vous invite, si vous voulez, dans le stand d'exposition, à venir goûter le miel issu de ce style de pratique pour aussi mieux cerner, parce que l'activité agricole, c'est avant tout, ça débouche sur l'alimentaire, sur le plaisir gastronomique, et c'est toujours bien d'en parler, mais c'est bien aussi de goûter. Donc ça peut être une occasion de découvrir l'espace d'exposition. Il y a aussi le stand de la fête Cannes à découvrir, de Polynice et aussi du CETA de Savoie. Je passe la parole à... Est-ce que vous avez calculé la part d'hydromel dans le chiffre d'affaires? C'est vrai qu'il faudrait faire une étude plus sérieuse, en fait, et celle qu'on a improvisée un peu pour les besoins de jour, ce que j'espère, c'est que cette étude, c'est un point de départ, qu'on va pouvoir la poursuivre et l'étendre, et échanger là-dessus avec les collègues qui ont d'autres pratiques, pour essayer d'y voir clair. Et effectivement, la part d'hydromel actuellement, elle est relativement modeste. Elle s'évalue environ à, je dirais, 10 000 euros par an du chiffre d'affaires. Elle est en développement. C'est-à-dire que, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que, avec ma compagne Chantal, on est de plus en plus fatigué, et puis c'est quand même beaucoup moins pénible de faire de l'hydromel, de transformer que de créer, donc on va vendre de moins en moins de miel et de plus en plus se transformer en hydromel. Donc ça va probablement aller vers un s'inversant. Mais ça aussi c'est évolutif, mais voilà, ça donne une idée. Mais par exemple, on travaille en synergie avec des bergers de Lozère, des associations comme ça, qui font le même boulot, et parfois sur le même territoire que nous, la vallée de la Baie Noire, avec des fruitiers, avec des pommiers, avec des poiriers, des pruniers. On a ça aussi avec certaines variétés de vignes chez nous. On a des plantes de vignes, des variétés qui sont extrêmement rustiques, issues en l'occurrence, ça contredit tout ce que je te disais, comme quoi il ne faut surtout pas être dogmatique. Ce n'est pas des espèces locales, c'est des espèces américaines, des vignes sauvages américaines qui sont hyper résistantes aux maladies. Ils ne sont jamais malades. On n'a pas besoin de mettre de sulfate ni rien, quoi. Et ça, c'est très précieux pour l'avenir. Et sur certains territoires, on peut trouver comme ça des variétés qui sont vraiment le fruit de l'évolution. Alors, faut-il ou ne faut-il pas exporter ces variétés dans d'autres pays? C'est vrai que c'est un problème. Il faudrait en tout cas que, dans ce genre de décision, prévale non pas le profit à court terme, comme ça a été le cas dans l'importation des abeilles caucasiennes dans les années 80, mais une réflexion vraiment approfondie, basée sur des études sérieuses, et qui permettent par exemple de dire est-ce que c'est bien fondé d'exporter des vaches aubrac, qui sont des vaches locales, très résistantes, etc., en Sibérie, comme c'est le cas. Ça se fait depuis pas mal d'années. On exporte des centaines de vaches aubrac en Sibérie, parce qu'elles sont très résistantes au froid, elles ont beaucoup de qualité, elles sont très peu malades et compagnie. C'est très bien. Et c'est vrai que, fondamentalement, pourquoi pas s'entraider sur la planète, à faire des échanges sensés, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Jusqu'ici, on a été dominé par le profit à court terme dans ce genre d'opération, et c'est lamentable, et c'est aussi lamentable que notre histoire de poterie et de front asiatique, si tant est que ce ne soit pas une fable. Mais en tout cas, si c'est une fable, comme celle de La Fontaine, elle est assez représentative de pas mal de réalités. Encore des questions? Je pense qu'en tant que passionné, vous devez quand même avoir peut-être quelques ruchetrons. Oui. Et donc, comment est-ce que vous l'incorporez à l'exploitation comme les autres, ou ça fait quelque chose à part? Alors, c'est une question qui me gênait à l'époque. J'étais très mal à l'aise pour y répondre, parce que, alors, la ruchetron n'est surtout pas un chapeau magique qui nous permet d'échapper aux contraintes d'aujourd'hui, que ce soit les virus, les maladies nouvelles, que ce soit surtout aussi le manque de fleurs. Le manque de fleurs, de diversité de fleurs, de quantité de fleurs. Et donc, la triste expérience que nous avons faite, c'est que nous avons introduit environ 50 essaims dans des ruchétrons abandonnés que nous voulions repeupler, entre autres celui que vous avez vu au début du film.
Et sur ces 55 que nous avons introduits, à l'heure actuelle, il y en a 3 qui survivent. Vous voyez qu'en fait, ce type de ruche, qui a fonctionné pendant des siècles et des millénaires, n'est plus du tout adapté à la misère, à la malbouffe que connaissent les pollinisateurs de nos jours, au manque de bonne nourriture et à l'insuffisance des ressources florales et à l'urgence de réfléchir à une évolution de l'agriculture qui aille vers une meilleure prise en compte de la biodiversité et surtout de la réouverture des milieux. Nos milieux ne sont plus assez riches. Dans ce type de ruche, les colonies ne peuvent pas se développer assez puissamment pour stocker suffisamment de réserves pour ne serait-ce que passer l'hiver confortablement. Et cette constatation s'est faite par étapes. Nous avons commencé à nous intéresser à ça. Au début, nous avons été un peu assaillis par les journalistes, et pour faire plaisir à l'œil, une équipe de télé, un journaliste, etc., on a ouvert les ruches, on a récolté, on fait un peu comme les braves schtroumpfs de la montagne, comme les druides autrefois, sortaient les lièvres, les rucherons, tout ça. Tout le monde était très content, on a fait un très bel épisode sur les racines et les ailes que vous pouvez voir sur notre site. Ouais, sauf que les colonies, elles n'ont pas supporté. Et les colonies vivant dans les rucherons, elles voulaient plutôt qu'on en fiche la paix, qu'on les filme du dehors, ok, d'accord, qu'on regarde peut-être un peu dedans, et qu'on n'allait pas sortir le miel. Parce que c'est un peu comme si on avait pensionné les ressources financières d'une famille déjà démunie.